Alors, on va commencer la quatrième et dernière session de la journée. Celle-ci porte sur le Big Data et l'Open Data et les défis que cela pose pour la production de statistiques publiques sur la culture. Donc, cette session sera animée par le Néerlandais d'origine Ronald Janssen, qui fait partie de l'équipe de la haute direction de la division de la statistique de l'ONU à New York. Il œuvre dans le domaine de la mesure, du commerce international et de la mondialisation, incluant les statistiques sur le tourisme. Par ailleurs, il coordonne les travaux de la division sur l'utilisation du Big Data à des fins de statistiques officielles dans un contexte de modernisation de ces statistiques en vue de soutenir les demandes de données pour le suivi du programme de développement durable Agenda 2030. Il a complété sa maîtrise en statistique et psychologie à l'Université de Groningen aux Pays-Bas en 1984. Par la suite, il a enseigné la statistique et mené ses propres recherches à l'Université de Nijmegen, où il a obtenu un doctorat en modélisation mathématique du traitement de l'information par l'humain en 1990. Monsieur Janssen, vous et vos conférenciers disposez de 85 minutes pour nous faire comprendre comment nous pourrons exploiter ces gigantesques sources de renseignements. Thank you. Thank you very much. Merci beaucoup. Je suis très heureux d'animer ce panel sur le sujet des données ouvertes et du Big Data, deux sujets qui ne sont pas très bien arrimés. Nous allons avoir 4 présentations. La première porte sur le Big Data avec un lien avec le marketing et l'investissement. La deuxième présentation sera sur l'utilisation du Big Data dans le domaine des statistiques culturelles. Une troisième présentation sur les données ouvertes. Et finalement, une présentation sur le Big Data pour les statistiques officielles, qui est le domaine dans lequel je travaille personnellement. Notre première présentation sera donnée par Christian Bernard. Il travaille à Montréal International. Il est l'économiste en chef de Montréal International. Il a la responsabilité d'obtenir de l'investissement étranger pour la grande région de Montréal. Il supervise l'ensemble des activités de la direction des études économiques dont l'objectif vise à générer une intelligence économique métropolitaine à haute valeur ajoutée. Il est à l'emploi de Montréal International depuis plus de 10 ans. Il a piloté de nombreux travaux et des études principalement axées sur la promotion économique, la prospection d'investissement, l'économie urbaine, ainsi que sur les dynamiques d'attractivité et de compétitivité. Il détient notamment une maîtrise en gestion internationale de HEC Montréal. Sans plus tarder, voici Christian Bernard. Thank you very much, Ronald. Ça me fait plaisir d'être de retour à la maison, as you just said. Vraiment très heureux d'être ici. Merci beaucoup à l'Institut de la statistique de l'UNESCO de m'avoir invité aujourd'hui à venir vous parler de Big Data. Comme Ronald le disait, je suis économiste en chef à Montréal International. Donc, je ne suis pas statisticien, je suis économiste. Et Montréal International ne travaille pas dans le domaine culturel, mais bien dans le domaine du développement économique. Et donc, je vais essayer de mettre la table aujourd'hui pour cet atelier sur le Big Data en vous présentant la chose sous l'angle du développement économique et des opportunités que ça génère pour la région métropolitaine de Montréal. Alors, je vois le petit chronomètre là sous les yeux. Je vais faire ça vite parce que j'ai beaucoup de pages à parcourir avec vous. Peut-être juste vous dire que notre rôle à Montréal International, c'est essentiellement d'attirer des entreprises étrangères dans la région métropolitaine de Montréal. Et donc, on a connu beaucoup de succès dans le passé dans des secteurs comme l'aérospatial, plus récemment dans le secteur du jeu vidéo, des effets visuels, et on est constamment à l'affût des nouveaux domaines porteurs. Et je me souviens très bien, il y a quelques mois, les gens de l'Institut de valorisation des données
qui est un institut spécialisé en Big Data ici à Campus Montréal, sont venus nous voir à Montréal International. Ils nous ont dit, on a tout pour réussir au Québec et à Montréal dans le domaine du Big Data. C'est un domaine qui offre des perspectives de croissance extraordinaires. C'est important pour le Québec, pour Montréal, de se positionner dans ce domaine-là et de faire la promotion de nos actifs, de nos atouts, dans le but d'attirer des talents et d'attirer des capitaux en provenance de l'international. Et c'est là qu'on a décidé, OK, d'accord, la première étape pour vendre un produit, c'est de savoir qu'est-ce qu'on vend. Et donc, c'est là qu'on a décidé de faire le premier profil du Big Data au Québec, en collaboration, comme vous le voyez, avec plusieurs partenaires gouvernementaux et les gens de Québec International aussi, qui est l'équivalent de Montréal International, mais pour la région de la capitale nationale. Alors, une petite statistique coup de poing pour commencer. On est dans un monde de Big Data. Le monde produit aujourd'hui, en 2 jours, autant de données qu'entre le début de l'humanité et 2003. Alors, c'est ça, le Big Data, c'est finalement comment les entreprises peuvent-elles collecter ces mégatonnes de données, donc les collecter, les héberger, les traiter et leur donner de la valeur. Leur donner de la valeur pour réduire les coûts d'opération, pour être plus innovante, pour générer des gains de productivité, pour avoir un marketing plus spécifique. Alors, c'est ça l'enjeu du Big Data et les études démontrent que c'est un domaine qui va croître à un rythme de 25 % en moyenne par année au cours des prochaines années. Donc, d'où l'importance de se positionner pour aller chercher notre part du gâteau, parce que l'analogie le dit, les données, c'est le nouveau pétrole. Et apparemment qu'on a une raffinerie extraordinaire ici à Montréal. On a des capacités scientifiques extraordinaires. Alors, l'enjeu, c'est d'exploiter ces capacités scientifiques, de traiter et de donner du sens à ces données pour améliorer la compétitivité de nos entreprises et également en attirer des nouvelles. Alors, vous voyez là tout le processus d'exploitation des données à l'écran. Le Québec a tout pour réussir, Montréal aussi, au niveau de la collecte des données. Il n'y a pas un mois qui passe au cours de la dernière année sans qu'un projet d'investissement soit annoncé dans le domaine des data centers. Donc, il y a beaucoup d'investissements qui se réalisent dans ce domaine-là. On a de l'énergie bon marché, on a un climat qui est favorable pour ce genre d'activité, bien entendu. On a également un environnement très sécuritaire pour l'exploitation de ces données et également, on a des outils, on a des chercheurs, des scientifiques dans le domaine de la gestion des données, de la science des données, parmi les plus réputés à travers le monde, donc pour structurer ces données-là et pour les traiter avec les nouveaux algorithmes, on a vraiment un avantage compétitif à ce niveau-là. Là où je pense qu'on a avantage à mettre l'accent au cours des années à venir, parce que la question, c'est pas de savoir si nos entreprises vont prendre le virage Big Data. Elles vont toutes prendre ce virage-là de la même façon qu'elles ont pratiquement toutes pris le virage du développement durable il y a quelques années. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on va être capable collectivement de prendre ce virage-là plus vite que les autres juridictions? Est-ce que nos entreprises vont être capables d'amorcer des transformations numériques, de prendre le virage Big Data plus rapidement que les juridictions concurrentes? Et à ce niveau-là, c'est au niveau de la création de valeur qu'il faut axer les développements futurs, c'est-à-dire comment intégrer la science des données, la gestion des données dans les pratiques d'affaires de nos entreprises. Et c'est un domaine, le Big Data, qui n'est pas vertical d'un point de vue industriel, mais qui touche l'ensemble des secteurs d'activité de l'économie. Et l'enjeu, et je lisais dans le Harvard Business Review récemment que le Chief Data Officer est la profession la plus sexy à l'heure actuelle dans le monde. Mais la réalité, c'est que les entreprises commencent à se doter de CDO
des gens qui sont capables de briser les silos au sein des organisations, d'avoir une approche globale, multidisciplinaire, pour être en mesure d'intégrer les bases de données, de les traiter et de leur donner de la valeur. Je vais très rapidement parce que j'ai déjà passé la moitié de mon temps, mais je viens de vous livrer l'essentiel du message que je voulais vous livrer. Évidemment, c'est un domaine très complexe avec plusieurs ramifications, avec plusieurs opportunités d'affaires pour la région de Montréal. Vous le voyez à l'écran. Il y a plusieurs domaines d'application, j'en ai parlé, ça touche l'ensemble des secteurs d'activité, du marketing jusqu'à la prévention des fraudes dans le domaine bancaire, en passant par exemple, le port de Montréal qui utilise le big data pour rendre son trafic plus fluide en ce qui concerne les bateaux qui arrivent au port, puis qu'après ça, qui doivent transférer leurs marchandises vers des camions, donc pour mieux gérer les files d'attente, pour optimiser le trafic. Le port de Montréal, par exemple, utilise beaucoup le big data. On a fait aussi une analyse parce qu'on se rend compte, lorsqu'on a fait ce profil-là, qu'il y a plusieurs autres juridictions à travers le monde qui essaient de se positionner dans ce domaine porteur qui va connaître une croissance de 25 % par année au cours des prochaines années. Il y a différentes meilleures pratiques qu'on a relevées, peut-être deux que je souhaiterais porter à votre attention. La première, c'est l'importance des talents. C'est le nerf de la guerre. Je lisais un article la semaine dernière du Monde en France qui disait qu'il faut absolument que la France réussisse à produire plus de diplômés en numérique. Et ce n'est pas juste la France qui le dit. Je le sais d'ailleurs aussi que nos différentes universités, que ce soit à l'Université Laval ou ici à Montréal, sont en train de mettre en place des formations spécifiques en big data qui vont marier les mathématiques, l'informatique, la recherche opérationnelle, les statistiques, de façon vraiment à avoir une formation spécifique au niveau de l'analyse et de la gestion des données. L'autre élément qui m'apparaît fondamental dans ces meilleures pratiques, c'est les connexions à faire entre le milieu de la recherche, le milieu scientifique et le milieu des entreprises. Je vous dirais que c'est de loin la principale retombée de ce profil Big Data qu'on a publié à Montréal International au milieu du mois de février. Je me serais attendu à ce que le téléphone sonne pour qu'on me questionne sur les chiffres, la façon qu'on a mesuré le Big Data ou encore les conclusions de notre étude. Non, le téléphone sonne parce que des entreprises nous appellent en nous disant « Moi, je veux prendre ce virage Big Data, mais je ne sais pas par où commencer. J'ai besoin que vous me mettiez en connexion, en contact avec des chercheurs, avec des centres de recherche, avec des instituts, pour m'accompagner, parce que je ne sais pas trop comment m'y prendre. Puis j'ai une multitude de données, mais j'ai besoin qu'on m'accompagne pour voir la valeur qui se cache derrière ces données. » D'où l'importance stratégique de l'étape de la création de valeur, qui souvent est l'étape où les entreprises rencontrent des problèmes lorsqu'ils mettent en œuvre des transformations numériques. On a sondé une multitude d'entreprises pour savoir qu'est-ce qui les incite à choisir une localisation plutôt qu'une autre lorsqu'elles décident d'investir en Big Data. Et puis, vous voyez, il y a 4 facteurs qui viennent affecter leur processus d'investissement. Je vais passer à travers ces 4-là rapidement. Alors, l'écosystème, on a 1000 scientifiques au Québec dans le domaine du Big Data. On a une grande capacité d'hébergement, j'en ai parlé tout à l'heure. Alors, à ce niveau-là, en amont du processus, on est bien pourvu. On a essayé d'identifier tout ce qui bougeait dans le domaine du Big Data au Québec. Je passe vite là-dessus. Vous voyez autant au niveau des entreprises qu'au niveau des centres de recherche, des incubateurs, des associations, des regroupements d'entreprises. Donc, il y a plusieurs expertises, il y a plusieurs organismes qui évoluent dans cet écosystème. Dans le profil, d'ailleurs, qu'on a publié, que je vous invite à aller télécharger sur notre site Internet, à montréalinternational.com, on a également mis en valeur différents chercheurs et différentes entreprises qui ont réussi le virage Big Data pour essayer de mettre un peu de saveur, un peu de texture à travers ce buzzword qui est le Big Data et qui ne veut pas dire grand-chose pour bien des gens. Alors là, vous voyez, c'est un exemple, c'est le professeur Lodi, qui est une sommité dans le domaine, qu'on a réussi à attirer ici à Montréal il y a quelques mois dans le cadre de la chaire de recherche d'excellence du Canada. Au niveau de la main-d'œuvre, là, ça a été tout un défi statistique
de circonscrire et de mesurer le big data parce que c'est un domaine qui est transversal et pour ceux qui jonglent avec les données statistiques au Québec ou au Canada, pas facile de circonscrire le big data à l'aide des codes SIAN ou à l'aide des codes CNP ou à l'aide des autres outils de mesure statistique. Alors, c'est tout un exercice. Et comme il n'y avait pas d'outils statistiques appropriés, il a fallu se rabattre sur LinkedIn, qui est probablement pas très scientifique, mais qui est certainement la méthode la moins imparfaite pour circonscrire le nombre de professionnels big data ici. Et on a fait différents tests de contrôle pour voir si la méthode de LinkedIn tenait la route dans d'autres secteurs, comme l'aérospatial, qui est beaucoup plus facile à mesurer d'un point de vue statistique. Et je vous dirais que LinkedIn, c'est pas loin de la réalité statistique, notamment en aérospatial, en ce qui concerne, par exemple, la place de Montréal dans le Québec et dans le Canada. Alors, 2000 spécialistes en big data et 100 000 professionnels qui ont des compétences en lien avec le big data. Alors, je vois le temps filer. Il me reste 2 minutes pour parcourir les autres diapositives. Je vais y aller vraiment à haut niveau. Évidemment, on a un avantage coût ici. Donc, on en a parlé tout à l'heure, notamment les tarifs énergétiques. Et on a une qualité de vie qui est intéressante pour les talents. On avait 4 recommandations dans notre profil au niveau du big data. 1, développer une stratégie en big data. En ce moment, il y a le gouvernement du Québec qui planche sur une stratégie numérique qui devrait voir le jour d'ici la fin de l'année 2016. On a eu l'occasion de s'entretenir avec la ministre, qui est, comme par hasard, l'ancienne présidente, directrice générale de Montréal International. Donc, ça va bien à ce niveau-là. Et pour lui faire prendre conscience de l'importance de faire en sorte que le big data occupe une place centrale dans cette stratégie qui aura pour objectif d'accélérer le développement numérique du Québec. La deuxième recommandation, et c'est ça l'enjeu, c'est comment on fait pour faire en sorte qu'il y ait un plus grand nombre d'entreprises dans tous les secteurs d'activité, de l'agroalimentaire jusqu'aux jeux vidéo, parce que moi, j'ai eu l'occasion, en fait, j'ai eu le privilège de rencontrer autant des gens en agroalimentaire que des gens en jeux vidéo qui m'expliquaient en quoi le big data leur permet de prendre des décisions plus stratégiques, plus innovantes dans le cadre de l'exploitation de leur entreprise au quotidien. Finalement, offrir une formation spécialisée en big data et finalement consolider les centres de calcul de façon à ce qu'on puisse avoir des outils de calcul à la fine pointe de la technologie et être en mesure de concurrencer les plus grands centres mondiaux dans le domaine, notamment Toronto, mais également la côte ouest américaine et l'Allemagne qui ont des centres de calcul assez performants. Alors voilà, c'est ce que je voulais couvrir avec vous. J'imagine, I think, Ronald, that the period of question will be at the end of the session. Okay. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Christian. J'espère que vous avez pris note de certaines des questions. Les sujets sont assez variés dans cette session-là. Alors, prenez note des questions et nous allons y revenir à la fin. Maintenant, j'aimerais inviter de l'Australie, Daft Verhoeven, qui est donc de la chaire de médias et communication de l'Université Deakin à Melbourne, en Australie, également directrice du projet Humanities Network Infrastructure. Donc, elle a été la toute première vice-présidente de la National Film and Sound Archive of Australia, 2008-2011, et elle a occupé le poste de présidente de l'Australian Film Institute de 2000 à 2002. Elle est actuellement directrice de Kinomatics Project, une étude interdisciplinaire qui permet de recueillir, d'explorer, d'analyser et de représenter des données sur les industries de la création. Merci, Ronald. Merci de m'avoir invité à Montréal. C'est une de mes villes préférées. C'est pas facile non plus de me rendre jusqu'ici. Et c'est probablement l'horaire auquel je me réveille, celui-ci. Alors, je suis cette conférence, mais c'est un horaire où normalement je serais en train de dormir. Alors, quand je suis arrivée à l'aéroport vendredi, quelque chose vraiment d'intéressant est arrivé. J'atterris et j'ai
ouvert mon téléphone, j'ai sorti Twitter. Alors, comme vous pouvez le voir d'ailleurs, je suis sur Twitter. Et le premier tweet que j'ai reçu, c'était de Statistique Canada. Je ne les suis même pas. Et je peux dire que c'est vraiment du spam, mais de très très haut niveau, très sophistiqué. Et le tweet me disait, êtes-vous un nigger beaver ou last minute moose? Quel genre d'animal êtes-vous? Et normalement, quand je voyage et que j'arrive dans un pays, les statistiques qui sont intéressantes sont le genre, un homme, une femme, pas quel genre, quel type d'animal est-ce que je suis. Alors ça, c'est intéressant. Et je vais garder cette question-là. J'ai trouvé ça différent. Maintenant, pour cette conférence, je ne suis pas experte en statistiques. Je viens du monde des études humaines et dans le numérique. Et le projet que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui rentre donc dans cette recherche dans le monde du cinéma. Alors, Roman n'a pas pu venir aujourd'hui. Il fallait qu'elle soit opérée. Et donc, on a réuni un groupe, une équipe d'expertises différentes. Colin est un scientifique en géologie. Stuart est un analyste, ingénieur. Et on a combiné donc toutes nos qualités, nos compétences différentes pour travailler ensemble à ce sujet, à ce projet, qui n'aurait pas pu naître sans la participation de chacun d'entre nous. Alors, qu'est-ce que kinematics? Alors, kinematics, c'est l'étude de la géométrie du mouvement. Kinematics, c'est l'étude de la géométrie industrielle des images. On a parlé beaucoup de métadonnées, mais si vous voyez la définition des films, vous retrouverez cette terminologie. Comme Ronald l'a dit, kinematics est une grosse étude de données sur les présentations de films à échelle internationale. On a acheté les données sur 2 ans et demi et on a commencé les données donc avec la présentation du premier film de Hobbit en 12 décembre 2012 jusqu'à 2015. Et donc, Big Data transforme complètement la façon dont on pense notre industrie, d'une façon temporelle, spatiale. Et donc, il a fallu qu'on reconfigure l'analyse des données sur les films. Parce que quand vous commencez votre calendrier le 1er janvier et vous gérez votre analyse sur cette base-là, vous passez à côté de présentations, par exemple, de sortie de l'année précédente. Et dans le cas de Hobbit, c'était au début du mois de décembre. Donc, on a créé l'année du Hobbit pour nos données. Alors, c'est comme ça qu'on a défini notre temps. Et donc, ici, vous avez toutes les présentations les lieux dont on a recueilli les données. Donc, 48 pays, 49 en tout, en fait. Donc, 48 pays sur 2 ans et demi, donc tous les films qui sont sortis dans chacun de ces pays-là. Donc 330 millions de présentations en salle, en fait. 97 000 films, 33 000 lieux de présentation sur 48 pays. Donc c'est beaucoup, beaucoup de données. Mais on aime penser à nos données pas en termes de grandeur, d'importance, parce que c'est une façon un peu problématique d'approcher les données autrement. On voit vraiment les données dans le cadre de leur capacité de s'étendre, de s'élargir. Et donc, on ne s'est pas concentré sur la taille des données qu'on avait à ce moment-là. Si vous concentrez sur la taille, sur le volume, vous risquez de passer à côté d'informations précieuses qui peuvent nous donner. Donc, ces big data vont probablement être dépassé déjà la semaine qui suit la fin de l'étude. Donc,
Mes données, à moi, mes big data, ne sont probablement pas importantes pour des experts en astronomie qui traitent des volumes beaucoup plus grands de données. Donc, dans ce sens-là, j'aimerais qu'on considère le big data comme un recueil qui, dans un contexte donné, est impossible à calculer, à utiliser sans des outils bien précis, dans le sens qu'on a besoin de machines. Et c'est là que peut-être les non-humains, les animaux interviennent. Donc, on a besoin de machines pour traiter toutes ces données-là. C'est un petit peu le critère de ma définition pour ce projet-là, de cette approche au big data qui demande quelque chose de plus que l'intervention seulement humaine. Et si on pense, on a cette approche en relation à tout, pas juste au big data. Ce qui compte, ce n'est pas nécessairement le volume, mais c'est ce qu'on fait avec. Merci. Alors, comment est-ce qu'on fait le lien avec la diversité qui est le thème de cette conférence? On parle de 3 types de diversité: source, contenu et exposition. Et les données sur lesquelles on se concentre, c'est essentiellement la diversité de sources et d'exposition. C'est ce qui nous intéresse, parce que quand on fait une analyse conventionnelle de la diversité dans l'industrie du film, par exemple, et on a vu déjà quelques exemples, quelques illustrations aujourd'hui, on compte le nombre de films qui ont été importés, exportés ou échangés. Mais ça peut gonfler la diversité. Je vais vous donner un exemple. En Australie, si on compte le nombre de films qui arrivent en Australie, vous pourrez dire que Hollywood contrôle un certain pourcentage, et ensuite, il y a quand même un bon pourcentage de films qui viennent d'ailleurs. Si vous regardez les salles, les sorties en salle, Hollywood occupe une partie ou contrôle une partie de la tarte beaucoup plus grande. Donc, quand on parle d'exposition, c'est là, de données, c'est là que des données relatives à l'exposition, c'est vraiment là que la donne change. Et c'est ce qui nous intéressait dans notre projet. Maintenant, les big data, c'est un petit peu comme un iceberg. Donc, on voit la pointe avec clarté. Et voici une visualisation de la présentation du premier film de Hobbit à l'époque. Ça, c'est dans le temps, son évolution dans le temps. C'est intéressant. Et ce que ça nous dit, c'est sans doute ce qu'on sait déjà, que le Hobbit a été présenté pratiquement partout. Et ça s'est fait vite. Les gens parlaient de flux, mais la culture n'est plus un flux. C'est comme si ça émerge et ça envahit, en fait. Ce n'est plus juste un flux, ce n'est plus suivant un itinéraire. Et cette visualisation vous donne une bonne idée. Mais ça nous dit aussi quelque chose qui est assez évident. Maintenant, une visualisation des présentations du Hobbit dans le monde. Donc, ça vous montre que c'était présenté partout. Et avec le temps, ça a commencé à diminuer en termes de couverture, ce qui est également assez prévisible. Ici, une image, une visualisation de toutes les salles qui ont présenté le Hobbit en Europe. Alors, on peut utiliser ces données pas juste pour voir où était le film, mais également où la technologie a suivi les goûts de la clientèle. Donc, on voit beaucoup plus de points bleus qui déterminent la technologie, sauf la France, qui a résisté. Donc, le high frame, c'était une technologie extraordinaire, mais à part le fait qu'on ne l'avait pas nécessairement remarqué dans un premier temps, ça finit par se diffondre dans tous les cinémas en Europe. Alors, en rouge, vous avez le pourcentage de présentation aux États-Unis. Et au milieu, la ligne qui est particulièrement longue, bleue, ça représente l'Inde. Donc, l'Inde est particulièrement résistante vis-à-vis des films de Hollywood. Pour les autres pays, on est à peu près au même niveau. Donc, on voit que Hollywood domine les présentations en salle de films dans le monde. Une des choses
qu'on voulait faire, c'était de voir comment analyser les données plus en profondeur pour voir quelles sont les histoires les plus intéressantes qu'on peut faire ressortir de ça. Et on a décidé de voir quelles étaient les questions principales qu'on voulait poser, dans le fond, au Big Data. Donc, on s'est penché sur les données de réciprocité ou les données qui montrent comment les films sont échangés, mais de façon équitable, pas dans une relation dominante-dominée. Et donc, dans un cadre d'échange, mais équilibré. Alors, c'est un diagramme d'études sociales et donc ce sont des pays qui sont reliés entre eux, pas toujours de façon équilibrée, mais ils ont le même potentiel ou capacité de réciprocité. Donc ils sont sur la même échelle. Donc le Chili est le pays dans le monde qui échange les films de façon la plus équitable. Donc il reçoit autant de films qu'il envoie. La France, l'Allemagne, l'Espagne et l'Australie ont des capacités assez comparables en termes de réciprocité avec les autres pays dans la façon dont ils échangent les films. Maintenant, quels sont les éléments, les dyades clés qui sont ressortis? La Grèce et le Venezuela sont hautement réciproques. Donc, ils échangent beaucoup. Espagne et Grèce, Australie, Allemagne, Chili, Suède, etc. Donc, ces dyades, ce sont des pays qui échangent des films à un niveau relativement équilibré entre eux. Ensuite, on a avancé des hypothèses par rapport aux données. Et ce qu'on a découvert, c'est que, effectivement, les ressemblances s'attirent en termes de pays comparables. Donc des pays qui sont relativement comparables en termes de force économique ou qui ont une force économique comparable sont plus équilibrés. Et d'après la deuxième hypothèse, on a découvert que oui, il y a un impact quand on est dans une zone géographique de proximité. La langue joue, et en particulier si c'est l'espagnol. L'espagnol, disons comme élément, montre a fait ressortir une bonne réciprocité entre les pays qui le parlent. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qui est ressorti d'autre, qui est pertinent pour la conférence d'aujourd'hui? Bon, il y a un bon nombre de conclusions, mais il y en a deux que j'aimerais souligner. La première, c'est que les méthodes n'ont pas vraiment une influence sur la façon dont on approche les données. On pouvait continuer à poser les questions conventionnelles, les mêmes questions aux données, comment le Hobbit ou Hollywood dominait le monde. Et si on ajoute les méthodes en les recadrant, en les repensant les données, on finit par pouvoir couvrir aussi des phénomènes intéressants. Et ça, c'est une des choses les plus difficiles à faire quand on travaille avec les big data. On doit reconnaître que votre approche disciplinaire comme chercheur a un impact sur d'autres approches. Donc, vous influencez votre approche. J'aurais pas pu faire cette recherche sans la participation de personnes d'autres disciplines. Et donc, le Big Data nous pousse vraiment à travailler hors de nos propres limites. Donc, ça, c'est un des éléments. Et cette citation est intéressante sur si on applique des méthodes, il faut également approcher la recherche en termes de produire peut-être aussi des problèmes. Donc, pour aller faire ressortir des problématiques qui sont difficiles à voir, il faut qu'on adapte nos méthodes. Et cette recherche commence à peine à remettre en question la croyance que l'inégalité est inhérente aux sociétés. Et c'est cette conviction, à mon avis, il faudrait que l'on utilise nos recherches pour trouver d'autres histoires à raconter pour être pour essayer
de recueillir le plus d'autres histoires qui autrement ne seraient pas connues. Et il faut qu'on voit comment trouver à travers nos données des termes qui ne dénotent pas la domination. Merci beaucoup. Et je vous invite encore une fois à prendre note de vos questions pour passer maintenant à la prochaine présentation. On va parler maintenant de Open Data et on a Beat Esterman de la Suisse, de l'Université des sciences appliquées. Donc, il est administrateur général de l'unité de recherche sur les données couplées et ouvertes à l'e-Government Institute, la haute école spécialisée à Berne. Il détient une maîtrise en gestion publique de l'Université de Genève après avoir travaillé comme assistant de recherche pour le service de la recherche en éducation du canton de Genève. Il s'est uni à l'e-Government Institute en 2007 où il travaille à titre de chercheur, de consultant. Depuis 2012, ses recherches sont axées sur les données gouvernementales ouvertes, et plus particulièrement sur les données ouvertes et l'externalisation ouverte parmi les établissements du patrimoine. Il est le coordonnateur du groupe de travail suisse OpenGLAM qui vise à promouvoir les données ouvertes auprès des établissements du patrimoine, ainsi que du groupe spécialisé sur les données gouvernementales ouvertes de l'association ECH qui examine les enjeux relatifs à la normalisation dans le domaine des données gouvernementales ouvertes. Par ailleurs, il agit à titre de consultant auprès d'agences fédérales et d'établissements du patrimoine. Il est co-auteur de l'étude Big Data, mandaté par l'Office fédéral de la communication suisse en 2015. Bonjour. En fait, on prononce l'acronyme comme GLAM, comme Open GLAM, dont je vais parler cet après-midi. Et donc, je vais commencer par une courte introduction à l'Open GLAM conceptuel et ses principales recherches et résultats. Et ensuite, nous allons donc voir une comparaison de cet institut avec d'autres qui œuvrent dans le même domaine. Donc, GLAM pour Galleries, Libraries, Archives, Museums. Donc, ça couvre le secteur du patrimoine ou des institutions qui œuvrent dans le domaine du patrimoine. Et Open, c'est pour Open Data, mais également pour des approches participatives. Et le moteur derrière cela, c'est donc essayer de suivre, d'aller là où le public mondial est. Et donc, ça trait à des collections interreliées de patrimoine. Et puis, ça trait également à l'amélioration de l'accès à ce patrimoine et de créer de nouvelles possibilités pour la participation des usagers ou des visiteurs et faciliter la réutilisation d'éléments de patrimoine et de l'information qui les accompagne. Donc, de redistribuer ce qui compose ce patrimoine. Maintenant, le Open GLAM Movement est relié à la fondation Open GLAM, donc qui est articulé autour de ces 5 principes. Et je vais les regarder rapidement. D'abord, les métadonnées. Les métadonnées ne devraient pas être couvertes par des droits de propriété, droits d'auteur, mais devraient pouvoir être partagées entre toutes les institutions. Le deuxième point, c'est qu'on veut préserver le caractère public du domaine public, et donc sans ajouter des droits, sans y relier des droits. Troisièmement,
ont utilisé des formats fichiers ouverts qui peuvent être lus à la machine et on veut saisir ces opportunités pour créer des relations avec des nouveaux publics. Maintenant, pour ce qui est du sondage, on a décidé d'organiser un sondage pour mesurer les progressions de différentes institutions par rapport aux pratiques et comparer ces progrès au sein de même pays ou au sein d'institutions comparables dans les pays différents. Donc, on s'est penché sur la numérisation pour ouverture du contenu ouvert et création de contenu collaborative et le crowdsourcing. Donc, on a adopté ces différents concepts. Comme cadre théorique, on a utilisé ce modèle Innovation Diffusion Model. Donc, du côté droit, on a courbe prévisible. Quand on regarde une population donnée, vous remarquez que certaines institutions, quand elles commencent à adopter des nouvelles pratiques très tôt, elles sont suivies par ceux qui adhèrent rapidement et ensuite la rapidité de diffusion augmente, s'accélère et ensuite ça retombe. Mais il y a une autre façon de regarder ce processus-là, en regardant la population, mais à travers des institutions individuellement. Et donc, de suivre un processus, une démarche par étapes. Donc, d'abord, la prise de conscience. Les institutions se rendent compte qu'il y a quelque chose de nouveau. Elles recueillent de l'information activement là-dessus. Elle commence à réfléchir à la possibilité d'introduire cette approche dans l'institution, essaye de le mettre en œuvre sur des petits projets pilotes. Et l'adoption, c'est vraiment l'étape là où elle décide de vraiment intégrer cette approche sur grande échelle et à long terme. D'autre part, nous sommes également intéressés à voir quels sont les risques et les opportunités associées avec ces différentes pratiques. Quels sont les résultats qu'on peut s'attendre. Et maintenant, je vous donnerai une idée des résultats des résultats clés qu'on a pu faire ressortir. Et vous pourrez aller les analyser, les explorer plus en détail sur le web. Donc, d'abord, la diffusion des pratiques reliées à l'Internet parmi les institutions qui ont trait au patrimoine. Donc, les forces motrices et les facteurs qui ont agi comme obstacles. Alors, ici, on a on a une idée de nos progrès par rapport à ces différentes pratiques. Donc, c'est un échantillonnage qui est basé sur 9 pays, 7 pays européens. 7 pays européens plus le Brésil et la Nouvelle-Zélande. Et vous pouvez voir que par rapport à la numérisation, celles qui ont le plus de médias sociaux sont les plus avancées en termes de numérisation, alors que pour les open data et open content, elles suivent derrière. Donc, avec une adhésion de 60%, de 16%, un peu plus pour l'open data. Et la collaboration au niveau du contenu, création de contenu, suit derrière. Et on voulait également savoir quels étaient les liens ou les points communs entre les différentes pratiques. Savoir quels étaient les facteurs qui avaient influencé ces niveaux d'intégration de ces nouvelles pratiques. Alors, cette analyse est basée sur une analyse de régression. Donc,
Je vous en montre quelques aspects pour que vous compreniez qu'est-ce qu'on peut faire ressortir d'un sondage comme celui-là. Ici, on peut voir que le rayonnement géographique ou le nombre de volontaires et d'institutions ont reçu un impact. Par exemple, des institutions qui ont eu un rayonnement beaucoup plus vaste plutôt que celles qui sont plus concentrées sur le local, eh bien, celles qui ont plus de rayonnement tendent à utiliser davantage les médias sociaux. Ou bien, on a des institutions qui se basent uniquement sur le travail des bénévoles. Ils hésitent davantage à adopter les médias sociaux. Et puis, il y a des différences également entre les types d'institutions. Et ce qui ressort ici, c'est que il y a eu des développements par rapport à l'adoption de ces pratiques. Donc ici, on a les médias sociaux pour leur utilisation vers une création du contenu collaboratif. Ici, l'utilisation des médias sociaux pour le développement de contenu ouvert, qui, comme je vous disais, est affecté, est affecté par l'utilisation des médias sociaux. Donc, on s'engage d'une façon nouvelle avec les publics et donc on ouvre de nouvelles façons par rapport à ce que les usagers peuvent faire par rapport au contenu. Et quand ici on prend les open data ou link data, dépendamment des niveaux, ça veut dire que dans le domaine du patrimoine culturel, les link data découlent des open data. Il y a également des différences entre pays qui sont sortis de cette analyse. Et juste pour l'analyser, je me suis attardée à voir quelques variables par pays. Donc on parle de pays ici qui sont disons un échantillonnage qui est un petit peu plus restreint par rapport, donc 9 pays par rapport à la grosse variété du nombre d'institutions. Donc il a fallu que je change les variables et j'ai analysé les liens entre les 3 variables que j'ai gardées sont le CDP et il y a d'autres variables comme le développement humain, l'indice de développement humain, et puis la participation numérique. Et puis il y a une autre variable liée à l'acquisition des compétences dépendamment des pays. Et ce qu'on a constaté, c'est que le seul qui a eu vraiment un impact sur l'adoption des pratiques, c'était la participation. En fait, le produit intérieur brut n'a pas vraiment joué, ou les structures, les infrastructures techniques n'avaient pas vraiment un impact. Donc, on voit la participation, l'indice, et les variables peuvent avoir un impact sur les institutions, mais pas un impact au niveau du pays qui participe à l'étude. Rapidement, la définition de l'indice de participation électronique, et puis maintenant les changements dans les attitudes qu'on a pu observer. Donc, on a vu comment les attitudes évoluaient au fur et à mesure de l'adoption des méthodes. Donc, différentes attitudes dépendamment des étapes d'adoption. Et dans certains cas, on pensait que l'attitude était là d'abord, ensuite elle changeait, finissait par avoir un impact sur la pratique, mais dans d'autres cas, c'était le contraire. C'est-à-dire des institutions qui étaient ouvertes au contenu ont adopté des pratiques, ensuite ont changé d'avis. Et on a vu aussi que les institutions essayaient de gagner de la visibilité
commençaient à s'affirmer davantage par rapport à leurs usagers et elles changeaient également l'interaction qu'elles avaient par rapport aux usagers. Elles s'engageaient dans des activités de développement des communautés en collaboration avec les usagers et donc aider les usagers à adopter, à s'approprier davantage de leur patrimoine. Les rôles et les attitudes, des exemples. La question, c'était par rapport aux conditions données par les institutions pour délivrer du contenu et pour laisser les usagers distribuer ce contenu. Et quand on parlait d'éducation ou de recherche, il y avait une bonne ouverture de la part des institutions, alors que quand on passait à du contenu plus commercial, il y avait moins d'ouverture. Et ce qu'on a ici, c'est que beaucoup d'institutions ont répondu qu'elles étaient prêtes à s'ouvrir, mais jusqu'à certaines limites. Maintenant, pour ce qui est des facteurs qui ont joué comme obstacle, pour les facteurs moteurs et les facteurs obstacles, donc moteur, l'amélioration de la visibilité de l'institution, rendre le contenu plus facilement accessible pour les usagers, voulait faciliter le réseautage parmi les institutions et voulait améliorer l'interaction qu'ils avaient avec les usagers. Et ce qui était intéressant de voir aussi, c'est que les institutions pensaient qu'en ouvrant leur contenu, elles finissaient par faire un meilleur travail en ce qui était de remplir leur mission. Et il y avait d'autre part, de l'autre côté, un sentiment de perte de contrôle. C'est-à-dire qu'ils ne souhaitaient pas que les gens changent tout sans qu'ils se réfèrent aux institutions. Et ils voulaient éviter d'exploiter commercialement des contenus au niveau de tierces parties. Donc, ce n'était pas une question de perte économique en tant qu'elle, mais que quelqu'un d'autre, l'inquiétude que quelqu'un d'autre puisse faire de l'argent, une tierce partie avec ce contenu. Et puis, tout en bas, on voit donc les facteurs moteurs et les obstacles. Je vais vous demander si je pourrais avoir 3 minutes. Non, 1 minute de plus. Alors, je vais juste vous montrer quelques comparaisons entre pays. Est-ce que vous pouvez faire avec ce genre de données-là? Donc, pour ce qui est des open data, on voit ici qu'il y a différentes situations dans les pays, dépendamment de leur taille. On voit ici que la Suisse est un peu en arrière. D'autres pays, par exemple, sur le contenu de création collaborative, l'Ukraine est en tête. Montrer un autre défi qu'on a rencontré dans notre recherche. Le secteur du patrimoine est assez hétérogène. Donc, on a des pays qui ont plusieurs organisations qui fonctionnent sur des bases de bénévoles comme la Hollande ou la Suisse. Et on a des toutes petites institutions dans certains pays comme en Suisse. 22% des institutions de patrimoine sont composées de peu de personnes. Et puis la densité de présence des institutions qui œuvrent dans le domaine du patrimoine peut varier. Et ça, c'est produit intérieur brut également, et comment ça joue. Et ici, par exemple, pour ce qui est de la participation, l'indice de participation électronique en rouge, la Hollande, je veux dire, se comporte très bien. Alors, on va passer la comparaison. Je vais juste montrer les liens à la fin. Donc, en cliquant sur ce lien, ou en allant vers ce lien, vous allez avoir accès à mes documents, reports, et puis vous pourrez participer à cet effort. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup. Et puis, désolé si
je vous ai un peu coupé la parole, mais j'aimerais, comme je l'ai dit, conserver du temps à la fin pour la discussion. Il nous reste une dernière présentation qui m'amène dans le domaine des métadonnées de nouveau, mais dans les statistiques officielles cette fois-ci, de mon collègue de Eurostat, Fernando Reis. Fernando Reis est statisticien à Eurostat. Il est responsable du développement et de l'harmonisation de statistiques internationales pertinentes pour l'élaboration de politiques et pour les citoyens. Il travaille en étroite collaboration avec des statisticiens des États membres de l'Union européenne, d'autres pays et d'autres organisations internationales. Il collabore également avec des chercheurs universitaires et de l'industrie. Il est actuellement membre de l'équipe spéciale sur le Big Data d'Eurostat, qui est responsable de l'élaboration d'une stratégie d'intégration des mégadonnées dans les statistiques officielles à l'échelle de l'Union européenne. Il participe ainsi aux discussions sur des questions stratégiques concernant les mégadonnées et la production statistique, y compris la méthodologie, la qualité, les compétences, l'éthique, la communication, les lois, les politiques sur les mégadonnées et les infrastructures en TI. Il supervise également les projets pilotes sur l'utilisation de sources de mégadonnées à des fins de statistiques officielles et mène certaines études, notamment sur les données stockées dans les téléphones cellulaires et issues d'activités sur le web. Et donc, c'est le dernier présentateur. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais commencer par ma propre définition des métadonnées, et plus particulièrement sur certains éléments qui sont tout particulièrement pertinents quand on parle de statistiques officielles. Bien évidemment, c'est un ensemble très vaste des big data. Tout d'abord, comme on l'a déjà mentionné, il ne s'agit pas de taille uniquement, mais plus particulièrement ce qui est intéressant au sujet des big data, c'est le niveau de détail. Ce qui m'amène aussi à vous dire que les ensembles de données finissent par être très massifs. Mais ce qui est intéressant aussi par rapport aux autres données que l'on a dans les statistiques, ce qui est intéressant, c'est qu'on travaille avec des données qui proviennent de toutes sortes d'activités de personnes. Donc on utilise soit des capteurs ou des senseurs pour ce faire. C'est ce qui apporte la grande différence pour les statistiques officielles d'ailleurs. Mais ce n'est pas justement ça. Il y a un deuxième élément de ce phénomène des big data très important pour les statistiques officielles. Et c'est exactement ce que l'on peut faire avec ces données. Je confirme tout à fait ce qu'on vient de dire. C'est en réalité très difficile, tout particulièrement pour nous, dans les statistiques officielles. La première chose que l'on fait dès lors qu'on obtient ces ensembles de données, c'est de réduire tout cela à un petit graphique. Et c'est une habitude qui est très difficile à éliminer. Alors, soit on doit se tourner vers l'extérieur pour voir ce qui se fait ailleurs avec ces sources de données et voir qu'on commence à bâtir des produits de données différents pour nos usagers. Le troisième élément aussi très important pour les statistiques officielles, c'est l'économie axée sur les données. C'est une grande différence d'ailleurs pour les représentants des statistiques officielles. Pendant très longtemps, on avait vraiment eu un monopole de production de données sur la société, l'environnement, etc. Et ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc il y a beaucoup de producteurs de données aujourd'hui. Ces données sont utilisées également pour l'établissement de politiques. Donc on se doit demander, en tant que représentant des statistiques officielles, on doit se demander quelle est l'incidence, quelles sont les retombées. Est-ce que c'est bon que des statistiques non publiques soient utilisées pour la production de politiques? Est-ce leur but de ces statistiques officielles? Alors, ce sont les trois éléments dont on doit tenir compte dans les statistiques officielles. Alors, le responsable du système statistique européen, les principales agences en fait se sont rencontrées à Scheveningen et ont mis sur pied un mémoire sur les métadonnées. Et en fait, ils nous ont demandé, en tant que personnel de l'Institut, d'examiner le potentiel des mégadonnées, développer une stratégie en la matière qui intégrerait la stratégie générale des statistiques que les gouvernements mettent en place
Et bien, très souvent, les gouvernements oublient généralement leurs statistiques officielles dans la création de stratégies. Donc, on doit continuellement le leur rappeler. Mais aussi, on devait s'intéresser à la protection des données personnelles. Donc, on devait vraiment s'intéresser à tout cela aux défis à relever en matière de mégadonnées. On devait aussi s'intéresser aux compétences nécessaires pour traiter toutes ces sources de données et mégadonnées, chercher des partenariats, pas uniquement avec les nouveaux intervenants, mais aussi des académies, des agences du gouvernement, etc. On devait aussi penser à la méthodologie, à la qualité et à TI, et finalement, donc proposer un plan d'action, une feuille de route pour le système statistique européen. Alors, bien évidemment, on a commencé par élaborer une feuille de route. Ceci dit, on a reconnu qu'il était très difficile d'élaborer une feuille de route dès le départ. Vous devez d'abord comprendre les implications des métadonnées pour les gouvernements. Donc, on a décrété qu'on allait avoir une feuille de route 1.0. Donc, elle est très vaste, cette feuille de route. Quant à sa couverture, elle s'intéresse à différents domaines, non seulement la politique, la qualité, les compétences, etc., mais aussi les différentes stratégies et les différents types de politiques. On veut comprendre l'incidence de ces mégadonnées. On a besoin d'exemples pratiques afin de comprendre quelles sont les répercussions. Maintenant, ce que j'aimerais vous montrer, c'est un exemple de ce projet pilote mis sur pied. Soyons clairs, bien évidemment, l'idée même de ce projet pilote, c'était justement mettre sur pied nos propres capacités. On voulait savoir quelles étaient les compétences, les méthodologies, la qualité, l'évaluation, toutes les différentes capacités en la matière. Et on voulait aussi évaluer la pertinence. Peut-on produire des statistiques pertinentes? Est-ce qu'on répond aux questions des politiques? Et on voulait répondre aussi aux questions de la société civile. Voilà pourquoi d'ailleurs je suis ici. J'essaye de comprendre si oui ou non nos données sont pertinentes. Je me adresse à vous en tant qu'expert. Alors ce que j'aimerais vous présenter maintenant, c'est une des études qui consistait à utiliser le nombre de visites sur les pages Wikipédia, afin d'essayer de comprendre quelque peu, en fait, d'avoir une meilleure compréhension de ce monde, du patrimoine mondial. La raison pour laquelle on l'a fait, c'est parce qu'on a une publication qui contient des documents sur le patrimoine mondial et qui dresse la liste de différents sites. Donc on s'est dit, pourquoi est-ce si on veut faire quelque chose, peut-être que c'est déjà sur Wikipédia. Donc voilà ce qu'on a fait. Alors, l'objectif même visait à comprendre quelles étaient les sources de données. La première source qu'on a utilisée, c'était bien évidemment la liste des sites mondiaux du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce sont des informations officielles, mais il y a aussi des sources publiques disponibles. Ensuite, on s'est intéressé à Wikipédia. Donc, on a utilisé les différentes sources de données de Wikipédia. Pourquoi est-ce que Wikipédia était pertinent à nos yeux? Bien tout simplement parce qu'il s'agissait d'une source publique. L'un des grands problèmes que l'on avait, c'était l'accès justement aux données. Or, en essayant d'avoir accès, par exemple, à des données agrégées sur les téléphones, ça nous a pris au moins 1 an. Mais cette source, par contre, était disponible au public, accessible au public. Voilà pourquoi on a décidé de commencer par cela. Une autre raison, c'est que ce nombre de visiteurs, en fait, ce sont des traces numériques que laissent les gens. Ils consultent des articles et, par exemple, on peut comprendre certaines données à ce niveau-là. Et on voulait savoir comment on pouvait utiliser ces mégadonnées. Le troisième élément, c'est que c'est largement utilisé, Wikipédia, bien évidemment. Si c'était un canal très peu utilisé, ça ne serait pas vraiment pertinent pour nous. Mais c'est justement ce qui est important, c'est que c'est très largement utilisé. Donc on s'est intéressé à l'utilisation des TIC, j'en parlerai demain.
Mais on s'est rendu compte que donc en 2013, par exemple, que 44% des personnes de 16 à 74 ans ont consulté Wiki pour obtenir des connaissances, soit 109% des personnes entre 16 et 24 ans. Donc, comme vous le voyez, il y a une grande utilisation, ce qui explique la pertinence de ces sources de données à nos yeux. Alors, quel type de données peut-on retirer de Wikipédia? En fait, on s'est intéressé à deux types. Bon, vous pouvez vous utiliser à d'autres éléments, mais tout d'abord, on s'est intéressé au contenu de Wikipédia en tant que tel. Donc, une utilisation. Et ensuite, on a voulu donc sélectionner les articles par rapport au site du patrimoine mondial. Et deuxièmement, ce sont les informations sur le nombre de visualisations des pages. Donc, c'était un ensemble de données très large. Ce qu'on avait, c'était le nombre de pages vues ou consultées à l'heure pour tous les articles de tous les projets Wiki de la Fondation Wikimedia. Plus de 8 millions de pages, 80 millions de pages. Alors, qu'est-ce que cela signifie de travailler avec une source aussi vaste? Eh bien, ça nous amène à travailler avec des fichiers vraiment bizarroïdes, des statistiques moins officielles pour nous. Ce qui diffère ici, c'est qu'en règle générale, on a l'habitude de travailler avec des enquêtes fort bien préparées pour nous, mais quand on commence à travailler avec ce genre de ressources, eh bien, vous trouvez d'autres défis à relever. Donc, on a travaillé avec différents types, comme vous le voyez, de fichiers. Donc, entre janvier 2012 à octobre 2015, c'est les résultats, mais bien évidemment, ça change. Maintenant, vous aurez des données, par exemple, pour le mois de mars 2016. Donc, c'est ce qu'on a utilisé. Bien évidemment, on parle de données très massives. Avec ce genre de données massives, vous pouvez ajouter ça à votre ordinateur et travailler. Donc, on a utilisé une grappe d'ordinateur de bac à sable. Ronald l'a mentionné ce matin. Donc, ce sont des bacs à sable, c'est ce qu'on utilise en Europe. Autrement dit, on a utilisé cela pour des ordinateurs très puissants. Donc, on a utilisé ça pour deux étapes de notre projet. Tout d'abord, le pré-traitement des différents fichiers, et le deuxième, c'était l'extraction pour les articles qui nous intéressaient. Alors, étant donné qu'il me reste à peu près 3 minutes, je vais passer à la partie plus intéressante, les résultats. Alors, la première chose qu'on a fait, c'est combiner les différentes ressources. Ce que vous voyez ici, c'est le nombre total de pages visualisées par pays où se trouvent les articles Wikipédia. Donc, vous pouvez voir les différents pays avec le nombre de visualisations, et le nombre le plus important, c'est l'Italie. Il y a d'autres choses que nous pouvons faire quand on combine les deux sources, donc Wikipédia et la liste officielle de l'UNESCO. Ce que vous pouvez voir à l'écran ici, c'est le nombre de pages visualisées par an. Donc, comme vous voyez, il y a une tendance à la baisse. Qu'est-ce que cela signifie? Soit, en fait, la nomination des sites du patrimoine mondial, c'est une bonne chose à l'UNESCO, parce que ces sites sont de plus en plus connus, ou alors c'est juste parce que nous avons juste pris des sites qui étaient déjà très connus et qui allaient être nominés par la suite, je ne sais pas. Mais c'est le type d'analyse qu'on a pu exécuter. Mais on pourrait aussi essayer de voir si avant ou après la nomination de ces sites au patrimoine mondial, eh bien, il y a eu une incidence sur justement le nombre de gens qui visitaient ces sites par la suite. Autre chose qu'on peut les faire avec ces ressources de recherche, c'est analyser les données selon les différents sites. Comme vous le voyez ici, en premier lieu, c'est Paris, le long de la Seine.
les rives gauche et droite, c'est le plus intéressant. Ensuite, vous avez ça dans les langues les plus importantes selon le nombre de pages sélectionnées. Deuxièmement, c'est le centre historique de Rome. Les sites italiens sont très populaires, je vous dirais. Bon, ensuite, on a analysé les données par langue pour les langues les plus importantes. Et je crois qu'en fait, le plus grand nombre de pages visualisées sont en anglais, mais ensuite il y a en espagnol, en français, russe, etc. Donc ce qu'on a fait, c'est essayer de répartir ces données par langue. Ce qu'on a trouvé d'ailleurs, c'est très intéressant. C'est quand on mène cela par langue, on se rend compte que finalement, le premier site, c'est le Taj Mahal. Pour l'anglais. Quand vous vous tournez vers l'espagnol, le site le plus visité, en fait, sur Internet, c'est le centre historique de Xochimilco à Mexico. Et le centre historique de Mexico et Xochimilco. Ensuite, en allemand, c'est le centre de Vienne. Et en français, bien évidemment, les rives de la Seine à Paris. Autre chose que vous pouvez remarquer aussi, c'est que Paris et Rome se retrouvent dans ces 4 classements. Ce qui nous amène à nous demander si, apparemment, on doit parler de patrimoine mondial, parce que les gens, en règle générale, sont plus intéressés par leur propre patrimoine national. Bon, c'est très bien, déjà, c'est un beau signe. Ils s'intéressent à leur patrimoine national. Mais c'est peut-être une conclusion pertinente pour les responsables politiques. J'aimerais juste vous montrer un dernier graphique. Donc ça, c'est le nombre de pages visualisées entre mars 2012 et décembre 2015. Comme vous pouvez le remarquer, il y a une tendance à la baisse du nombre d'articles Wikipédia visualisés. Mais même si je corrige, on a quand même une tendance à la baisse. Donc peut-être y a-t-il moins d'intérêt à l'égard des sites du patrimoine mondial. En ce qui a trait aux articles Wikipédia consultés, si on t'intéresse à ce pic en mars 2013, vous allez remarquer qu'il y a une grande consultation, une augmentation de consultation des articles Wikipédia liés à Rome. Pourquoi? Eh bien oui, il y avait la sélection du nouveau pape. On se demande, est-ce que c'est un problème par rapport aux résultats? Si l'on essaye de s'intéresser à ces données comme un indicateur pour le nombre de visites qui vont avoir lieu sur le site, on va vous dire que non. Bien évidemment, les gens vont consulter le site pour quelque chose, non pas nécessairement parce qu'ils veulent se rendre sur un site. Ceci dit, je crois que ici, si vous vous intéressez à ces données à titre de mesure de consommation de sites patrimoniaux ou d'intérêt à cet égard, eh bien l'effet est réel, il n'est pas artificiel. Peu importe si l'élection du pape a poussé les gens à s'intéresser davantage aux sites patrimoniaux et plus particulièrement à la ville du Vatican, c'est une bonne chose. Il y avait un nouveau pape, les gens se sont intéressés à ce site et ont appris des choses. Donc, ma dernière conclusion, en fait, qui est très pertinente, c'est ce que vous voyez ici tout en bas, ce sont les 20 premiers sites. Comme vous pouvez le remarquer, il représente à peu près un tiers du nombre de pages visualisées. Donc je parle pas de plus d'un millier de sites au total. Et ça, ici dans l'axe, vous avez le nombre de visualisateurs en bas et vertical, c'est le nombre d'articles. Ce que vous pouvez remarquer ici, c'est que la grande majorité des sites de patrimoine mondial ne sont absolument pas consultés sur Internet. Donc, et ça revient à ce que j'ai dit au préalable, les gens sont plus particulièrement intéressés à un nombre très restreint de sites patrimoniaux et ils ne connaissent pratiquement rien sur le reste des sites du patrimoine mondial. Merci beaucoup de votre attention. Donc, il nous reste 5-10 minutes pour les questions.
des questions avant les boissons. Donc j'aimerais remercier les panélistes de leurs différentes présentations et de leurs opinions des mégadonnées. Et j'aimerais maintenant vous donner la parole pour les questions. Je vous demanderai juste de vous approcher du micro, présentez-vous et posez votre question. En fait, ma question s'adresse à Deb, puisqu'on est ici au Québec et puis qu'on a toujours cette question de qu'arrive-t-il avec le marché québécois versus le marché canadien? Est-ce que vous nous avez dit un peu en joke, on va prendre le UK, on ne prendra pas les pays qui sont dedans, gardons le Royaume-Uni uni, mais quand on parle du Canada, des fois, on ne parlera pas de séparation et on n'ira pas là, mais est-ce que vous aviez ces données-là sur les écrans québécois? Est-ce que ce serait possible de faire ça? Parce que c'est sûr qu'en culture minoritaire, qui est la culture québécoise, on se demande toujours ça. Est-ce que dans le big data, on va un peu disparaître? Before I give the word to Deb, Avant de passer la parole à Deb, est-ce que quelqu'un d'autre voudrait ajouter? Non? Quelles sont les sources des deux? Allez-y. C'est une excellente question, en fait. On en a déjà parlé, d'ailleurs, au préalable. Être ici, c'est vraiment très inspirant quand je pense à cette question. Ce sont des données numérisées de façon monumentale. On ne peut pas arriver au niveau national. La raison pour laquelle on commence par le niveau national, c'est qu'on combine ça à IMDb. Donc, c'est très manuel, très intensif, parce que IMDb, bien évidemment, c'est ça, des structures différentes, mais c'est aussi le traitement de différents pays d'origine qui pose problème. Ça exige énormément de travail à ce niveau-là. On a dû nettoyer les différentes données. Pour ce faire, on a utilisé les différents exemples. Donc, je sais qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps et j'aimerais bien boire un verre. Mais donc, on était très limité pour le temps de les données. Donc, on a décidé d'utiliser des données entre décembre 2013 et 2014. On s'est intéressé à la fin de 2014. Un film était un nouveau film dès lors qu'il était produit à partir de 2012, etc. On s'intéressait au cinéma commercial. Donc, un film devait avoir été vu dans au moins une vingtaine de salles à l'échelle du pays. Il devait durer au moins 14 minutes. Enfin bref, il y avait toutes sortes d'éléments pris en compte. Mais bien, en bref, effectivement, on voudrait le faire. Mais la question, c'est comment est-ce qu'on définit les cinémas qui font partie de cet échantillon de films montrés? Parce qu'il n'y a pas vraiment de données administratives qui décrivent les pays ou les villes, et encore moins les régions linguistiques ou les régions culturelles, peu importe l'expression que vous voulez utiliser. Donc, on doit le faire manuellement. Et puis, il y a un processus de négociation. Quant aux sources des données, on les a achetées à partir d'un fournisseur. Par contre, c'est très confidentiel. On est lié par le contrat. C'est très frustrant, d'ailleurs, à mes yeux, parce que je prône vraiment le partage des données, mais c'est réservé à notre université. Alors, ce qu'on fait, on transforme ça en formats qui peuvent être partagés. Mais bien évidemment, c'est un processus très intéressant. Si vous allez sur notre site internet, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui vous permet, enfin, on va en parler ultérieurement, ça fait partie, c'est Film Impact Rating, donc ça engage le public à comprendre comment est-ce que ça fonctionne pour mesurer le taux de réussite des films. Donc en Australie, tout cela c'est mesuré uniquement en fonction d'un critère, donc le box-office national. Qu'est-ce qui se passe si par exemple, si vous proposez différentes variables aussi, au lieu d'en utiliser une autre pour mesurer la réussite? Et est-ce qu'on ne pourrait pas laisser justement le public à l'aide d'un outil, vous pouvez le faire vous-même d'ailleurs, donc lui permettre d'utiliser cet outil pour indiquer les préférences et les valeurs. Donc, par exemple, une critique, un commentaire critique est plus important, par exemple, que le nombre de visualisations ou que le box-office ou la couverture, etc. Vous cliquez sur sur un point, ça vous envoie à une autre liste qui correspond plus à vos valeurs. Donc, ça permet d'enseigner aux gens les algorithmes
tout est transparent, mais ça permet aussi d'engager avec les données qu'on ne peut pas partager nécessairement pour des raisons commerciales. Donc on essaye vraiment de partager ces données dans un format qui ne remet pas en question le contrat qu'on a signé avec notre fournisseur. Merci. Je vais donner maintenant la parole à Christian puisqu'il vient de la province ici. À ce propos, Par rapport à votre question, je ne pense pas qu'il faut avoir peur du big data. Au contraire, je pense que le big data va permettre de faire des analyses plus pointues, plus spécifiques, va permettre de mettre en relief des éléments qui sont peut-être à l'occasion oubliés lorsqu'ils sont analysés avec les outils classiques statistiques. Et je vais vous donner 2 exemples. Je ne sais pas ceux qui ont l'habitude d'aller faire leur épicerie chez Métro, mais c'est mon cas. Et me suis abonné à la carte de fidélisation Métro et moi. Et comme mes enfants sont des grands fans de Nutella et de Lucky Charms, je reçois maintenant des rabais personnalisés sur ces produits-là parce que Métro, grâce aux technologies Big Data, analyse les données d'achat de ces différents consommateurs et est en mesure, après ça, d'offrir des rabais personnalisés à ces différents consommateurs. Même chose avec Google, où j'ai magasiné récemment pour l'anniversaire de mon garçon une table de ping-pong. Et pendant 3 jours, j'ai eu des publicités de tables de ping-pong qui sont apparues sur mon écran d'ordinateur à un tel point qu'il a fallu que je le monte dans ma chambre pour être sûr que mes enfants ne découvrent pas le cadeau que j'étais en train de leur magasiner. Alors, tout ça pour dire que le big data va permettre de faire des analyses sur mesure et de traiter des mégatonnes d'informations et d'offrir des solutions personnalisées, d'offrir des analyses personnalisées sur l'ensemble des marchés et des variables qui sont traités. Thank you very much. We're running out of time. Merci beaucoup. Nous manquons de temps. J'aurais aimé donner la parole à nos 2 autres conférenciers, mais ce ne sera pas possible. Je vais conclure cette table ronde. Le big data est très prometteur et les données ouvertes sont aussi très prometteuses. J'aimerais qu'on trouve une solution pour utiliser l'ouverture et la contribution des usagers à meilleur escient, afin que nous puissions concrétiser les promesses du big data, surtout dans le domaine universitaire et dans d'autres domaines qui s'intéressent à l'utilisation du big data, qui serait en principe disponible pour le bien commun. Merci. Merci beaucoup. Effectivement, un panel très intéressant. Je lisais aujourd'hui un article sur le site Triplex, le site techno de Radio-Canada, sur une étude qui a été faite en Angleterre qui démontrait que 51% des 25-34 ans, quand ils étaient sur le web, ne savaient pas si le site était un site publicitaire ou si ce qu'ils lisaient était du contenu commandité. Alors, quand on parle de grande big data et de comment on doit trouver l'information à travers ça, c'est assurément un sujet dont on parlera longtemps. Alors, on termine notre colloque aujourd'hui, mais en fait, on vous invite à vous rendre donc au Centre canadien d'architecture pour le cocktail qui se déroulera à compter de 18 heures, mais ça prend quand même un certain temps pour s'y rendre. Donc, si vous êtes en voiture, l'adresse est le 1920 de la rue Bale. Et si vous cherchez du stationnement, il y a un plan à l'extérieur qui est là. Sinon, vous pouvez prendre le métro, mais moi, je vous suggère fortement de prendre les autobus puisqu'on en a analysé 3 autobus. Et pour ce faire, vous devez suivre Lisa qui est là. Et en fait, les autobus sont à l'extérieur. Vous tournez à droite, vous dépassez l'Atrium où on a mangé, vous dépassez la cafétéria et ça va être la sortie Louis-Collin, qui est la sortie en fait pour se rendre au métro Édouard-Montpetit. Les autobus seront là. Donc, dès que vous avez terminé, tranquillement, vous rendre et vous pourrez prendre les autobus. Et sinon, je vous remercie d'avoir été là. On se voit demain entre 8h30 et 9h pour un petit déjeuner et à 9h, on commence.